Dans cette vidéo, je vais t'enseigner comment créer ton premier programme Java, le fameux programme Hello World. Et surtout, écoute la vidéo jusqu'à la fin car j'ai réservé pour toi quelques explications de concepts importants du langage Java comme les primitifs et comme les mots réservés. Tout de suite. Je suis Wilfried Mwenda, le coach en informatique. Avec plus de 7 ans de carrière dans la programmation informatique, j'écris des programmes tous les jours. Et aujourd'hui, je t'enseigne comment créer ton premier programme simple Hello World. Donc, on va commencer ce tutoriel Java. On va créer, n'est-ce pas, un programme en Java qui va imprimer simplement la phrase Hello World. Pour, n'est-ce pas, ce tutoriel, on aura besoin de deux choses. La première, c'est l'outil que vous voyez devant vous. C'est un software, c'est un environnement de développement intégré. Et il peut se télécharger directement sur le site de IntelliJ IDEA. Donc, vous tapez simplement sur Google IntelliJ IDEA. Et vous allez trouver le site, vous cliquez sur la partie Download, téléchargement, et vous téléchargez la version Community, qui est, n'est-ce pas, la version gratuite de ce software. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'installer ce qu'on appelle le JDK ou Java Development Kit. Donc, ceci se trouve sur le site de Oracle. Donc, sur le site de Oracle, on a, n'est-ce pas, les JDK. Donc, ici, il faut cliquer sur Download et on va télécharger le JDK version 11, qui est la dernière version. Donc, on va pas le faire maintenant parce que j'ai déjà fait ce travail au préalable. Ils sont déjà installés sur ma machine. Donc, on va directement aller sur la création de nouveau projet. On choisit Java de ce côté. On ne choisit pas de modèle. On continue. Et on va nous demander un nom pour notre projet. Donc, on va l'appeler tuto Java, tout simplement. Et ensuite, on va terminer. La création a été chargée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle classe. En faisant un bouton droit de la souris, on ajoute une classe ici. Tout simplement, Hello World. OK. Donc, la classe est créée automatiquement et comme vous voyez, on utilise la syntaxe de Java. Public parce que notre classe est public. Classe parce que c'est une classe et le nom de la classe est Hello World. Alors, une chose importante à savoir, c'est que chaque programme Java a besoin, n'est-ce pas, d'une classe principale, d'une classe importante parce que c'est la classe qui va contenir la fonction main. Main, M-A-I-N, est une fonction fondamentale pour les programmes Java parce que c'est la fonction à partir de laquelle le programme Java va être lancé. Donc, cette fonction est toujours écrite de cette manière-ci, public, static, void, main, qui est le nom de notre fonction. Ensuite, on aura comme paramètre d'entrée de notre fonction un vecteur, donc une liste, un vecteur de chaîne de caractères qu'on va appeler args. Donc, on va dire un vecteur de string pour utiliser l'anglais. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on a une fonction main qui est publique. On a la parole statique parce que notre fonction est statique, ce qui signifie que c'est une fonction qui peut être appelée sans, n'est-ce pas, avoir besoin de créer une instance de cette classe. Ensuite, ça c'est void qui signifie que la fonction ne retournera pas de paramètres ou retournera le vide. Main, c'est le nom de notre fonction et args, c'est tout simplement le paramètre d'entrée. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre fonction? On va faire quoi dans notre fonction? On va appeler une autre fonction.
Cette fonction s'appelle println, pour ne pas dire println. Pour ceux qui maîtrisent l'anglais, print veut dire imprimer. Line, c'est une ligne, donc ça veut dire qu'on va imprimer quelque chose et ensuite on va faire un saut à la ligne. Donc, voilà ce qui se passe. Cette fonction println qu'on a appelée, c'est une fonction statique, c'est pourquoi on l'appelle sans avoir besoin de créer l'instance d'une classe. Cette fonction-ci se trouve ici, dans la classe out, qui se trouve dans le package system. Pour aller dans les détails et voir de quoi il s'agit. Ok, donc system.java, c'est une classe de la librairie interne de Java qu'on peut utiliser. Out, c'est un print stream. Donc, il s'agit donc du standard de output, un stream de output. C'est pourquoi il y a output, donc c'est la sortie. Donc, ça veut dire que println, on va imprimer sur un périphérique de sortie du système. Et dans ce cas, ce sera simplement un terminal qui se trouve ici en bas, terminal. Donc, on y arrive. Ce qui se passe, c'est que vous avez remarqué qu'il y a un nouveau bouton qui est apparu ici. C'est un bouton qui nous permet de lancer notre application Java. Donc, on va faire on. Et l'application est lancée. Donc, on peut voir ici l'outil en train de travailler. Donc, il va compiler le programme, il va l'exécuter. Et ensuite, on aura des résultats. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, voici notre résultat. Vous voyez que la phrase Hello World a été imprimée. Pour aller un peu plus loin dans ce tutoriel, j'aimerais vous montrer comment on utilise ce paramètre d'entrée. Il suffit d'aller ici. On va aller sur Edit, modifier cette configuration. Vous voyez ici qu'il y a Program Arguments. Ça veut dire qu'on peut mettre, n'est-ce pas, ici nos arguments. On peut mettre ici nos paramètres d'entrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon prénom et mon nom, qui vont donc être pris comme deux strings, 1 et 2, qui seront des éléments, n'est-ce pas, de args, qui est, n'est-ce pas, l'argument d'entrée, le paramètre d'entrée. Donc, je vais faire sur OK. Et là, je vais modifier légèrement ce qui est imprimé. Donc, je vais faire hello. Après le hello, je vais faire un plus. Et puis, je vais appeler ma variable args. Et je vais préciser que l'élément qui m'intéresse maintenant est à l'index 0. Ensuite, je vais imprimer un peu d'espace. Je vais ajouter le deuxième élément axe de 1. OK, dans l'index 1. Et ce sera tout. Donc, c'est comme ça que j'ai imprimé hello suivi de mon prénom et de mon nom. Donc, comme vous pouvez le voir, ça, c'est la manière dont on utilise les vecteurs pour avoir accès aux éléments des vecteurs. Voici ce qui se passe. Alors, je vais relancer le programme. Et on va voir ce qui va s'afficher. OK, parfait. Le programme a affiché Hello Wilfried Boenda. Donc, comme vous pouvez le voir, cela a tout à fait marché. On peut utiliser ce qu'on appelle dans la syntaxe de Java, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, des types primitifs, des littéraux et des mots réservés. Donc, pour utiliser le langage Java, à chaque fois qu'on écrit un programme, il y a certains mots qui sont, on va dire, interdits. On ne peut pas les utiliser parce que ce sont des mots qui ont déjà été réservés parce qu'ils ont une signification dans le langage Java. Donc, si par exemple, on se met à observer
ce programme Hello World devant nous, on va se rendre compte qu'il y a des termes comme par exemple public, class, comme static, comme void, comme string, comme ces mots que ces paroles que j'ai citées sont des paroles qui ne peuvent pas apparaître lorsqu'on est en train d'écrire un programme Java. Ce que je veux dire, c'est que en créant par exemple ma classe qui s'appelle Hello World, je ne peux pas appeler ma classe public parce que public c'est un mot réservé. Je ne peux pas appeler ma classe void parce que void c'est un mot réservé. Je peux pas appeler une fonction, je ne peux pas l'appeler statique parce que statique c'est une parole réservée. Donc dans le langage programmation Java, il faut savoir qu'il y a ces mots réservés là qu'on ne doit pas utiliser. Mais il faut aussi savoir à quoi sert ou disons la signification de ces différents mots Java. Donc, on va aller rapidement en commençant par les primitifs. Donc, les primitifs, généralement, ça représente des types en Java. Donc, en Java, on a beaucoup de types. On a par exemple, donc ici, on va un peu travailler. Donc, j'enlève ça. On a par exemple des types qui sont utilisés pour des nombres. Donc, pour les nombres, on a par exemple des nombres entiers. Donc, pour les nombres entiers, on a par exemple le byte, euh, on a par exemple le char qui représente une chaîne de caractères. Donc, ici, on a par exemple le byte. Donc, si je définis un élément byte ici, euh, je vais appeler my byte. Et supposons que je lui donne la valeur de 0. Ensuite, on a aussi ce qu'on appelle le char. Char, ce sont les chaînes de caractères dans des chaînes pas des chaînes de caractères, mais des caractères Unicode. Donc ici, on peut par exemple avoir un char que je vais appeler C et je vais mettre tout simplement la lettre G, par exemple. Donc, je fais quelques petits exemples rapides. On a aussi short qui fait partie des entiers. Donc, short, S. On a aussi int qui fait partie des entiers. Ces entiers, généralement, sont des entiers les plus utilisés. Donc, ici, on a des entiers qui se retrouvent à, à être à 32 bits, contrairement à short qui sont des entiers à 16 bits. Donc ici, on peut avoir un entier qu'on appelle i par exemple, 78. Ensuite, on a des entiers qui sont à 64 bits. Donc ici, on a par exemple ij. Donc ensuite, on a qu'est-ce qu'on a? On a aussi des nombres flottants. Donc, on a des nombres flottants qui sont représentés avec ces types. On a par exemple le type float. Ce sont des nombres flottants qui se représentent sur 32 bits. Donc, nombre flottant. Euh, nombre flottant F. Ensuite, on a ce qu'on appelle double. Ce sont des nombres flottants qui sont représentés sur 64 bits. Donc, double D, par exemple, je sais pas, on va mettre 65. Ok, donc un nombre flottant, c'est avec les points généralement, de la même manière aussi que les doubles. Ensuite, on a ce qu'on appelle les booléens. Donc, booléen, ce sont des valeurs qui peuvent être vraies ou fausses. Donc, si je définis une variable de type primitif boolean, je peux lui donner la valeur true pour dire qu'elle est vraie. Tout comme je peux donner la valeur false, comme ça. Donc, on a ça. Et quoi d'autre?
On a aussi le type void, dont on a déjà parlé ici, qui est utilisé généralement quand une fonction ne retourne rien, donc de vide, void ici. Donc voilà les types primitifs. Donc voilà. Bon, à part les types primitifs, j'ai aussi parlé, n'est-ce pas, des littéraux. C'est quoi les littéraux? Une valeur littérale, c'est la représentation, n'est-ce pas, des types primitifs. Donc, les littéraux, ce sont ces éléments, 78, 9, 67.5, false, et ainsi de suite. Donc, on a ça. Et ensuite, on a la dernière partie, ce sont les paroles réservées ou encore appelées les mots-clés du langage Java, ces mots qu'on ne peut pas utiliser lorsqu'on crée un programme. Donc, quels sont ces mots? Quels sont ces mots-clés? Donc, je vais les citer. On a par exemple le abstract. Abstract qui signifie tout simplement abstrait. Donc, abstract est utilisé lorsqu'on définit, par exemple, une classe abstraite. Une classe abstraite, c'est une classe qui a une fonction qui n'a pas été implémentée, mais qui a juste été définie. Et donc, toute autre classe qui va, n'est-ce pas, qui va, n'est-ce pas, héréditer de cette classe, implémenter, va devoir implémenter tout le corps de cette fonction. Sinon, elle devra être définie aussi abstract. Ensuite, on a par exemple break. Par exemple, break. Break est généralement utilisé pour stopper le cycle dans une boucle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple case qui est utilisé. Qu'est-ce qui est utilisé, par exemple, dans, dans le cas de figure de switch. Donc, si vous, je sais pas si on peut utiliser switch. Donc, switch, c'est ça. Donc, switch, c'est une structure qui nous permet particulièrement de regarder ce qui se trouve à l'intérieur d'une variable. Ici, j'ai mis la variable i et de regarder différents cas. Dans le cas où la variable i vaut 1, ici, je pourrais mettre d'autres instructions, par exemple, et je vais faire break pour casser. Et ensuite, je vais à la variable, dans le cas où la variable vaut 2, donc case 2, et ensuite, je vais mettre autre chose, et ainsi de suite. Donc, du coup, on a aussi trouvé qu'il y a switch aussi qui fait partie des paroles à ne pas utiliser. Ensuite, on a le catch et le try qui, n'est-ce pas, sert pour gérer les, n'est-ce pas, les exceptions, pour gérer les exceptions en Java. Donc, si on a une partie de notre code qui est ici, là, qui peut avoir des erreurs, qui peut générer des erreurs, des exceptions, on va donc utiliser ce code pour le gérer. Et en cas d'erreur ici, on va écrire autre chose. Donc, c'est petit mot sans signification. C'est juste pour dire qu'ici, on pourrait mettre du code. Mais comme on est ici en train d'expliquer les mots-clés, on ne s'attarde pas sur ceci. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple do qui est utilisé dans le fameux do while. Dans do, ici, on peut mettre beaucoup d'instructions. Et on va le faire jusqu'à ce que, donc while, et ici, on peut mettre par exemple i inférieur à 90. Donc, ça, c'est le fameux do while. Ensuite, on a else, on a if qui est utilisé lorsqu'on veut faire if, par exemple,
B égale true, par exemple, on pourra faire des choses. Sinon, dans le cas contraire, on pourra faire autre chose. Vous avez remarqué que dans le langage Java, à la fin de chaque instruction, il y a le point virgule. Donc, prends par exemple une instruction comme ça, il y a le point virgule à la fin. Et vous avez remarqué que euh, un bloc d'instruction est, est mis par exemple entre ces parenthèses aussi, parce qu'ici je peux mettre, n'est-ce pas, plusieurs instructions. Donc, par exemple, supposons que je fais ça, et après que je fais ça. Donc ici, on a un bloc d'instructions que j'ai intercalé entre, voilà, entre ces deux parenthèses-ci. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a tous ces mots. Il y en a beaucoup. On va pas tout voir. Il y a par exemple le extends qui est utilisé, n'est-ce pas, dans le cas de l'héritage. Donc, lorsqu'on a une classe père et on crée une classe fils, on aura besoin de extends. Donc, en l'occurrence, ce sera un truc du genre public classe, et ici, j'aurai ma classe fils, et je vais mettre extends, et ensuite, j'aurai ma classe père. Bon, c'est lui de mettre les majuscules. J'aurai ma classe père, là. Ok, donc super classe, j'aurai la classe père. Et voilà, donc voilà notre classe. Donc ça, c'est le cas où extend va s'appliquer. Donc, ne vous en faites pas pour les erreurs. Ici, on est juste là pour voir les différents mots-clés et leur signification. Donc, voyons voir si on a un autre mot-clé. Alors, on a le mot-clé for pour la fameuse boucle for. Donc, comme vous le savez, for qui peut être utilisé, n'est-ce pas, pour faire un cycle. Ici, on va faire un cycle de 10 itérations. Donc, for qui se trouve là fait partie des mots-clés à ne pas utiliser. On a interface qui définit, n'est-ce pas, les interfaces. Interface ne peut pas être utilisé. Donc, c'est quoi les interfaces? Les interfaces, ce sont c'est un peu comme des classes, sauf que toutes les fonctions à l'intérieur d'une interface sont juste définies. Il y a juste la signature de la fonction, mais il n'y a pas d'implémentation. Pour pouvoir implémenter ces fonctions, on va créer d'autres classes qui, au lieu d'utiliser la parole extend, on va utiliser la parole implements. Donc, si on prend par exemple ici, on va créer une interface, exemple, par exemple, comme ça, avec une fonction void phone qui prend un entier. OK. Ensuite, on pourra créer donc une classe qu'on va appeler exemple impl qui va, n'est-ce pas, utiliser implements. Et ici, on pourra mettre notre interface exemple. D'accord? Donc, implements fait aussi partie de ces fameux mots-clés qu'on ne pourra pas utiliser. Quoi d'autre? On a par exemple package qui est utilisé, n'est-ce pas, pour organiser les classes dans différents dossiers. Donc, quoi d'autre? Quel autre mot-clé peut-on avoir? On, on a déjà parlé du mot-clé while. Donc, je crois que on va s'arrêter là. Donc, ça, ce sont des différents mots-clés, différentes, les types primitifs qu'on a vu au début, et ensuite les littérales qui ne peuvent pas être utilisés lorsque
un programmeur définit par exemple le nom de ses fonctions et le nom de ses classes, il n'a pas le droit d'utiliser ces paroles-là. C'est pour ça qu'il faut, n'est-ce pas, les connaître. Bon, l'avantage, c'est que toutes ces paroles, tous ces mots-clés sont en anglais et généralement, le nom de nos classes, ça dépend, mais si le nom de si tu crées un programme en langage français, le nom de tes classes, le nom de tes fonctions sera en français, donc tu n'auras pas à te poser ce problème. Un environnement de développement intégré comme celui-ci, c'est que si tu utilises un mot-clé, il va te faire comprendre qu'il y a une erreur en te donnant ce qu'on appelle des erreurs de compilation, c'est-à-dire ce genre d'erreurs. Voilà, maintenant tu sais comment créer un programme en Java. Donc c'est officiel, tu es un développeur Java. J'aimerais maintenant que tu ailles toi aussi créer ton programme. Et quand tu auras fini, tu viens écrire un commentaire en dessous de cette vidéo. Je suis un développeur Java. Si tu es intéressé à entrer dans le monde de l'informatique, de la programmation informatique, alors je te propose de télécharger mon livre électronique qui s'appelle Les 5 clés pratiques pour réussir dans l'informatique. Dans ce livre électronique, tu trouveras 5 astuces, parmi lesquelles comment se former dans les bases, comment apprendre un langage de programmation, comment résoudre des problèmes, comment continuer ta formation et surtout comment te créer une vision. Si tu as apprécié cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le like en bas de cette vidéo. N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis et assure-toi de t'être abonné à ma chaîne YouTube. Je suis Wilfried Mwenda, le coach en informatique. On est ensemble.